L'envers du décor, mesdames, messieurs, la musique. La musique adoucit les mœurs. Nous sommes contents, nous sommes heureux. L'allégresse nous envahit lorsque nous écoutons de la bonne musique. Parfois, dans des circonstances difficiles de la vie, on fait appel à de la musique pour apaiser les cœurs, apaiser les esprits, redonner du courage et aller de l'avant. La musique joue d'innombrables rôles. Sauf que derrière ces artistes-là qui produisent ces musiques, quelle est leur vie? Est-ce qu'ils arrivent à réussir tout au long de leur carrière? Est-ce que parfois ils ne sont pas obligés de se reconvertir pour ceux qui voient le danger venir un peu plus tôt? Est-ce que parfois ils ne sont pas victimes du système de management mis en place par les structures qui doivent pouvoir donc les accompagner? Mesdames, messieurs, voilà un peu le débat que nous allons faire ce matin. Et sur le plateau, deux artistes et pas des moindres. J'ai ici tout de suite Monsieur Pidi Senf. Bonjour. Bonjour, cher ami. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bon, on est là. Allez, en face de vous, vous l'avez vu, mesdames, messieurs, Eric Thompson, on ne le présente plus. Le monsieur qui a créé en temps un hymne, disons, à la gloire du vivre ensemble de toutes les religions. Monsieur Thompson, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous allons parler avec vous de ce grand thème. Et mesdames, messieurs, au téléphone, on aura un autre acteur de la musique béninoise, je dirais même de la culture béninoise. L'homme s'appelle Richmir Tota. Monsieur Tota, vous êtes en ligne. Bon. Ah, d'accord. Monsieur Tota va décrocher notre appel dans un instant. Mais avant, on va faire le débat. On va commencer le débat par ici. Monsieur Pidi Senf, dites-nous, quand on parle de la vie des artistes, quand on les voit dans leur gloire et tout ça, et après, on les voit dans une posture, dans une situation qui parfois frise un peu le dénuement total, je dirais même la déchéance. Qu'est-ce qui explique ce contraste-là dans la vie des artistes? C'est une grande question. L'artiste, d'abord, je commence par dire, quand on dit que l'artiste, il y a certains qui disent que l'artiste est un homme de métier comme tout autre. Moi, je dis non. Un artiste n'est pas un homme de métier comme le ferrailleur, comme le maçon. Alors, votre rôle, par exemple, de journaliste, ce que vous faites, je ne peux pas dire que le journaliste est un homme de métier comme tout autre, non. D'abord que ces activités qui nous popularisent, qui fait que nous sommes hommes publics, est une activité qui nous expose. Alors, quand il y a une activité, quand votre activité vous expose de cette manière, on ne peut plus dire que vous êtes un homme de métier comme l'autre, comme tout autre. Alors, c'est d'abord ça. Maintenant, par rapport à ce que nous vivons, c'est vrai qu'il y a d'abord la politique culturelle, parce que si le gouvernement décide de faire d'un artiste, comme nous avons vu, enfin, avec d'autres artistes, si le gouvernement fait une politique qui arrange, qui fait que l'artiste peut vivre de son art, il pourra. Mais l'autre chose, c'est l'artiste lui-même. Avant de revenir sur l'artiste lui-même, nous avons M. Richmir Tota en ligne. M. Tota, bonjour. Bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir dans ce débat matinal. Vous êtes un acteur très important du monde culturel béninois. À votre avis, derrière le rideau de cette gloire, quand les feux, quand les projecteurs s'éteignent, qu'est-ce qui explique que la vie de l'artiste béninois, du musicien béninois en particulier, soit comme la vie d'un sans domicile fixe? La vie d'un sans domicile fixe, c'est un peu... Non, ce que je vais dire, c'est que ce que vous dites s'applique à pas seulement aux artistes, hein. C'est peut-être des artistes qui sont les plus en vue. Et pour ça, aux sportifs, c'est la même chose. Et toute profession libérale, il faut s'organiser. Il faut s'organiser et penser à ses vieux jours. Il est vrai, c'est un peu criard chez les artistes quand on voit un artiste pendant qu'il est sous les feux de la rampe, il roule même carrosse. C'est une grande star. Il s'habille bien, il s'habille chichement. Vraiment, c'est lui, quoi.
et après un bon jour, vous le voyez, les différence totale. Non, non, c'est que chacun doit pouvoir organiser sa vie. Chacun doit organiser sa vie. Et quand c'est bien, il faut mettre de l'argent de côté. Il faut aller vers l'assurance. Il faut prendre une assurance. Et tout ça, il faut s'organiser. Et que le jour où ça ne marche plus, vous puissiez avoir des réserves, quelque chose de côté. Comme le font les fonctionnaires. Les fonctionnaires sont dans un système où l'État les oblige déjà à cotiser. C'est organisé, bon, nous, c'est un peu libéral. Et c'est un secteur qui va un peu en rouleau. Les administratifs qui sont chargés de ça, ben ça, c'est pas leur problème. Eux, ils vont au boulot, ils ont leur salaire. C'est tout. Bon, l'artiste, on est derrière lui pour que quand ça marche. Mais après, bon, ben, on n'a pas besoin de lui, on le jette comme un chiffon. Donc, ça fait que les artistes doivent prendre conscience. C'est ça plutôt. D'accord. Monsieur Tota, vous gardez la ligne. Nous allons continuer le débat avec Monsieur Eric Thompson sur le plateau. Monsieur Thompson, dites-nous. Là, Monsieur PDCM disait que l'artiste est concerné aussi. Monsieur Tota semble enfoncer le clou. Quel est votre avis sur la question? Écoutez, je salue d'abord tous les téléspectateurs. Hein. Merci. Voilà, je dis d'abord pour l'environnement que je connais le mieux et dont on peut parler, notre environnement national, peut-être africain. Oui. Souvent, la carrière de l'artiste, ce qu'on peut appeler carrière, est pour moi d'abord un saut dans l'inconnu. Okay. Un saut dans l'inconnu. Quand on démarre ce que nous appelons carrière, pour plusieurs cas que je connais, le mien personnellement, le premier sentiment qui vous anime dès que vous êtes au cœur d'une œuvre que vous vous apprêtez à lancer, c'est le sentiment d'une joie. Je veux commencer par être à la une. Et on n'a pas le temps de penser réellement, travailler sur les paramètres d'une carrière. On a l'enthousiasme de sortir une œuvre. La presse est là, elle écoute et dit « Waouh, c'est super !» Et tout de suite, avant que vous n'ayez même conscience de ce que c'est un enjeu économique. C'est une organisation de la vie. Avant que vous n'ayez le temps de penser, on finit de faire de vous une star. La grosse tête monte. Vous avez des entrées à laquelle vous ne vous attendiez pas. Et tout de suite, on n'a pas la maîtrise des dépenses et on n'a pas le réflexe des investissements. Or, avec le temps, la vie de l'artiste organisée à travers les œuvres qui sortent, c'est une alternance entre le jour et la nuit. Quand vous sortez une œuvre, vous avez des entrées. Et quand vous n'en sortez pas, ou bien quand vous en sortez qui ne marche pas, vous êtes dans le creux de la vase. Oui. Et donc, suivant le réflexe, suivant, disons, la fréquence de vos succès, vous avez une vie qui rayonne sur une longue période. Suivant l'environnement dans lequel vous évoluez, ceux qui vous entourent, l'organisation qui vous entoure, vous avez une vie mieux planifiée jusqu'à la vieillesse. Mais si vous n'avez pas ça, vous avez le contraire de cet environnement, vous avez une vie que j'appelle la saute-mouton. Et donc, ce qu'on constate le plus dans notre environnement, spécialement à l'appui de ce que je viens de dire, c'est l'exiguïté du marché qui consomme vos œuvres et, disons, le manque de respect de ce marché vis-à-vis de vos œuvres. Je parle de piraterie, tout ce qu'il y a. Oui. Et ensuite, vous-même, vous n'avez pas la culture de la maîtrise de coûts. Vous avez l'argent, vous voulez multiplier vos clips vidéo, j'en ai fait. Comme si c'est ça le succès. Le succès, c'est au-delà de le phénomène que vous avez. C'est plutôt ça. Et donc... C'est au-delà du virtuel. Merci. Au-delà du virtuel. Et donc, dès que ça commence à se faner, vous commencez par découvrir la réalité de votre vie. Ça sèche. Vous faites plus le buzz. Et ça commence par se saturer. Entre-temps, votre succès éphémère vous a fait prendre des charges. Pour certains, c'est 2 femmes, c'est les maîtresses multipliées,
C'est le shawarma à longueur de journée. C'est la vie de Pacha, Merci. en réalité. Merci. C'est un peu ça aussi. D'accord. Alors, Monsieur Pidicin, je reviens vers vous. Vous sembliez déjà, dans votre première prise de parole, indexer l'artiste lui-même après avoir fait la part disons, des pouvoirs publics. Qu'est-ce que, à part ce que M. Thompson vient de dire, l'artiste devrait faire pour ne pas se retrouver dans la situation de précarité? Oui, je crois que Richmi et Eric ont déjà dit l'essentiel. Mais ce que je veux ajouter en enfonçant le clou, c'est la gestion du succès. C'est le problème que nous avons, ça. La gestion du succès. Quand ça marche, celui qui a une petite voiture veut avoir une grosse voiture. Oubliant que la petite voiture consomme moins que la grosse voiture. Celui qui est dans une chambre, un salon, veut avoir 3 chambres, un salon. Ou carrément veut louer une maison. Il multiplie ses charges. Celui qui a une femme veut devenir multigame. Ça, je parle avec preuve. Parce que j'ai fabriqué des artistes aussi. Il y en a parmi eux qui ont 12 femmes aujourd'hui. Wow. Oui, mais c'est ça. Je parle avec preuve, je ne veux pas citer. Dès qu'ils vont m'entendre dire ça, ils vont dire, mais comment notre frère là, il veut aller jusqu'où? Non, je ne veux pas aller là. Mais je leur demande, je leur dis, c'est pas possible. Le succès est mal géré. Et quand vous gérez le succès, c'est le chaos après. Et du coup, quand il y a un petit problème, on appelle, c'est SOS par-ci, par-là, on écrit sur les réseaux. Les problèmes, nous avons tous des problèmes. Il n'y a pas celui-là qui n'a pas de problème. Surtout, actuellement, ce que nous vivons, ce n'est pas de la blague. Eric Thompson peut en témoigner. Ce n'est pas de la blague, mais il faut d'abord avoir de retenue. Il faut savoir que le succès se gère. Quand ça marche, il faut savoir comment épargner. Il faut savoir, enfin, réfléchir s'il faut investir dans d'autres choses. Et c'est vrai que le mal, c'est que nous investissons toujours dans le secteur culturel. Quand tu trouves et que tu n'investis pas dans les albums, tu vas chercher à investir dans le studio, dans les activités qui sont liées à la culture. Mais je crois que encore ça, c'est beaucoup mieux que de s'attendre que l'album marche tout le temps et que, bon, ça soit... On soit toujours une star. Voilà. D'accord. Mais à la suite de M. Pidicin, j'ai bien envie de vous poser cette question, M. Thompson. Est-ce que, quelque part, au-delà de la responsabilité de l'artiste lui-même, les pouvoirs publics ne sont pas indexés? J'en veux pour preuve l'organisation des festivals, des concerts et tout ça. C'est pratiquement les mêmes artistes qui tournent en boucle. Est-ce que, au-delà de tout ça, l'artiste tire un grand profit à long terme de l'organisation de ces concerts-là d'abord? C'est le premier volet d'une série de questions que j'ai envie de poser. Le problème est compliqué. Parce que, d'abord, ceux qu'on appelle les pouvoirs publics, ce sont nos collègues, nos congénères, et qui ont aussi leur prisme déformant. C'est vrai que quand je prends l'individu, avant qu'il ne soit revêtu d'un pouvoir de l'État pour tel, il faut qu'il développe une ambition. Parce que je connais, effectivement, des événements grandeur nature organisés par pouvoir public et où les gens ne font pas le minimum. Le minimum, c'est quoi? C'est aller payer au bureau béninois de droits d'auteur les droits afférents aux artistes qui jouent. Vous êtes sérieux, là? Vous êtes sûr que ça ne se fait pas? C'est un ancien PCA qui parle. Je ne vais pas étaler. Je suis tenu par ce que vous appelez l'obligation de réserve. Mais la réalité, je dis, il y a un problème. Vous voyez? Donc, l'artiste même parfois dit, OK, bon, ben, on n'a pas souvent ces opportunités. Je prends et allez voir derrière, je prends. Un tien vaut mieux que deux, tu ne l'auras peut-être pas. Mais quand les pouvoirs publics organisent ces événements et ne vont pas reverser des droits au Bureau béninois du droit d'auteur où l'artiste est déclaré, quelles sont les actions que l'artiste, lui, peut entreprendre à l'encontre de ces pouvoirs publics, justement? Justement que c'est le serpent qui se mord la queue. Quel pouvoir là? D'abord, vous êtes venu à cet événement après avoir été appelé par quelqu'un qui dit, écoute, voilà. Vous avez été asséché pendant peut-être 6 mois. Vous avez le loyer accumulé là. Vous avez l'enfant qui est malade. Vous avez emprunté l'argent. Bref, dès que vous trouvez une opportunité, parfois vous courez même pour qu'on vous mette
malgré tout, malgré les conditions. Le minimum que vous pouvez exiger d'un pouvoir public ou d'une organisation, d'un festival, c'est qu'au moins les droits soient payés. Les droits soient payés au Bibédra pour que, quelques mois après, vous puissiez avoir ce qu'on appelle le salaire de l'artiste, qui est le droit qu'il va percevoir. Là, c'est un autre... Qui n'a rien à voir avec le cachet de l'artiste. Ça n'a rien à voir. Le cachet, c'est sa prestation sur scène. Oui. Le droit que vous reversez, c'est l'exploitation de l'œuvre qui a été, disons, enregistrée et qui est protégée par l'institution qu'est le Bureau béninois de droit d'auteur. Ça, c'est un aspect. Oui. Le pouvoir public est quand même digne d'une certaine justice dans la gestion de la solidarité. Mais vous constatez que plusieurs non reviennent dans certains événements au motif qu'ils sont à la une. Oui. Comme si, en fait, le pouvoir public ou certains organisateurs d'événements tuent les artistes parce qu'on se dit, quand l'œuvre n'est pas nouvelle, l'œuvre n'est pas à la page aujourd'hui, les œuvres qui font statut d'œuvre déjà éditées il y a 1, 2, 3, 4 ans, on les range ou on les envoie au cimetière. Alors que l'artiste, il est toujours actuel, quel que soit le moment de l'œuvre. Et donc, il y a une préférence à certains artistes, et cette préférence qui tue d'autres, et qui détruit la solidarité entre les artistes eux-mêmes. Vous voyez ? Oui. Et donc, si une institution privée organise avec son choix, avec ses préférences, un événement, le pouvoir public, par contre, doit dire, solidarité entre artistes oblige, nous allons essayer de faire en sorte que les mêmes artistes ne reviennent pas dans le courant d'un an sur 2, 3, 4 événements. C'est plutôt là le hiatus. C'est là le problème. Et parfois, on se tait, on regarde, on dit, bon, écoute, la vie continue. Mais M. Pidicef, est-ce que la vie devrait continuer quand on sait que tous nous sommes artistes, enfin, vous êtes tous artistes, et puis c'est toujours les mêmes têtes qui viennent sur les événements pendant 1 an, pendant 2 ans, au motif qu'ils mobilisent plus le public que d'autres. Est-ce que ce raisonnement tient quand on sait qu'il faut gérer la carrière de l'artiste? L'œuvre ne meurt pas, non? Ce raisonnement ne tient pas tout le temps. C'est vrai que, bon, quand les artistes ont leur vent en poupe, ça joue sur tout ça, mais le raisonnement là ne tient pas parce que les œuvres qui ont servi hier à faire, bon, quelqu'un m'a dit aujourd'hui qu'il écoutait, je ne veux pas nommer, une chanson depuis qu'il était enfant, que ça l'a bercé. Alors, et aujourd'hui, quand il réécoute cette chanson, il se rappelle de son enfance, de tout ce que cette chanson lui a fait. Est-ce que celui qui a fait cette œuvre-là, on doit le ranger réellement? Ce n'est pas bien. Alors, du coup, ceux qui organisent, ceux qui font les programmations doivent réfléchir un peu pour que ceux-là qui sont rangés, on puisse les faire revenir de temps en temps pour qu'ils puissent vivre un tant soit peu de leur art. Donc, c'est un travail que nous devons faire tous, essayer de... Bon, évidemment, pour ces choses-là, on ne nous associe pas, on n'associe pas les fêtières. Donc, je crois qu'ils reviendront sur ce système-là d'associer les fêtières pour prendre conseil afin que les artistes qui doivent programmer soient quand même des artistes seulement bien qui sont en poupe, mais aussi ceux qui sont rangés. Je ne vous arrête pas, mais vous faites bien de prononcer le mot « les fêtières ». On a l'impression, sinon certains artistes ont l'impression que vos fêtières sont comme des vases clos, sont comme des couvents où n'entre pas n'importe qui, on ne sait pas ce qui s'y passe, il n'y a que ce que vous appelez les sommités qui y sont, et c'est bien que l'autre génération se sent aussi flouée. Quelque part, est-ce que les fêtières aussi ne sont pas un obstacle à l'éclosion, sinon à l'évolution de la carrière de certains artistes? Non, je voudrais prendre cette parole. C'est un faux procès. Ah oui? C'est un faux procès. Dites-nous. Alors, quand on parle de fêtières, c'est des regroupements d'associations. L'artiste est d'abord membre d'une association, avant d'être membre d'une fêtière. Alors, c'est sa direction ou son bureau qui intègre un éventail plus large d'organisations qu'on appelle fêtières. Maintenant, il y en a, ils sont nombreux. Les associations ne leur disent rien. Tant qu'ils ont leur petit couloir, ils passent. C'est lorsqu'il y a la vie associative ne les regarde pas.
appelez-les pour dire tout au moins la cotisation annuelle. Quand les associations vous montrent leur comptabilité ou leur cahier, vous verrez qu'elles ne vivent pas, ces associations en réalité. Ça repose sur une, deux personnes qui y croient. Et c'est ceux-là qu'on traite de tout, d'oiseaux de mauvais augure, parce que ceux-là, ils sont obligés pour maintenir la structure de mettre la main régulièrement à la poche. Et dès qu'il y a une opportunité qui concerne l'association, voilà, tout le monde, on est tous membres de l'association. Non, c'est des histoires. C'est ça. Alors, les fêtiers n'ont rien à voir dans la carrière d'un artiste. OK. La carrière d'un artiste est gérée soit par lui-même ou par l'organisation qui l'accompagne. Et donc, les fêtiers, c'est tout juste pour faire les plaidoyers au niveau macro. Voilà la réalité. Donc, ceux qui disent ça, ils n'ont même pas l'information juste sur ce que doit pouvoir faire une fêtière, mais ils se refusent de prendre leur responsabilité, de prendre leur part du feu. Voilà le problème. Vous parlez d'organisation. Je reste avec vous. C'est vrai, on voit des artistes qui, dans le feu de l'action, c'est eux les stars aujourd'hui, ne s'accompagnent pas d'un minimum d'équipe. Ils font tout. Il est le producteur, il est le réalisateur, il est le chanteur. C'est lui qui va négocier les marchés et tout. Quand c'est comme ça, est-ce qu'il peut faire long feu en matière de carrière? Écoutez, vous ne pouvez pas tout faire seul. C'est une entreprise dans laquelle chacun a un rôle. Vous voyez? Mais ce fait que notre environnement est un environnement un peu bizarre. Je vais vous donner un exemple. Vous allez... Allez-y, M. Tanson. Paix à son âme. Hein, mon ami feu Richard Quenom. Quand je suis rentré de la Chine, j'ai dit, Richard, bon, écoute, voilà, moi je suis rentré, j'ai vu des choses en Chine. Bon, je voudrais que tu me produises et que tu gères la suite. Il m'a dit, je ne suis pas... Il dit, Tanson, il me redit ici, gérer mes derrière. Alors, ça veut dire que vous avez déjà une certaine notoriété. Oui. Alors, en musique, il n'y a pas de notoriété. Même le petit enfant de 10 ans, s'il a une capacité, toi, tu es artiste, tu es le produit qu'il veut vendre. Il doit pouvoir s'organiser. Et donc, dans notre environnement, non seulement les corps de métier qui concourent à faire de l'artiste la star, ces corps de métier n'ont pas d'offres. On n'a pas de manager. On a des débrouillards. On n'a pas de... Non, le mot n'est pas fort. Il y a quand même une association de managers au pays, à ce qu'il paraît. L'association de managers, je respecte cette association, qui est une structure d'État, enfin, connue par l'État. Oui. Mais les entités, les personnes qui sont dans ces associations ne sont pas tous crédibles, enfin, pas crédibles, ne sont pas tous efficaces. Il y en a qui essayent de se frayer le chemin pour être... disons, un professionnel de la chose. Mais en réalité, c'est sur le tard que les gens colportent un certain nombre d'informations. Et souvent, c'est les conflits avec les artistes eux-mêmes qui disent « Non, c'est pas mon nom que la personne m'a contacté pour le spectacle. Et toi, tu veux maintenant que, bon, voilà, dès qu'on me contacte, je t'en parle, que maintenant tu prennes tes émoluments, tout ça là. » C'est un conflit entre Est-ce que quelque part, ce n'est pas parce que les bases ne sont pas définies? Oui, parce qu'il n'y a pas de base définie, il n'y a pas de contrat, souvent, c'est pas ça. Le Bubedra a même parfois exigé que les artistes aient des accords, des signatures, des contrats avant d'aller sur des événements. Bof. D'accord. Alors, M. Pidicef, le débat, il est intéressant. Moi, j'ai envie de vous demander, quelle est la place de la formation dans la vie d'un artiste? C'est vrai qu'il y a le talent, c'est vrai qu'il y a quelque chose d'inné et puis on y va, mais au bout du temps, est-ce qu'il ne faut pas se former parce que les logiciels essaient d'arranger un peu les choses, sinon parfois même de déranger carrément tout. Quelle est la place de la formation au niveau des artistes? La formation, elle est indispensable. C'est vrai, nous avons des chanteurs qui ne savent pas où est la tonique, où est la tierce, où est la quinte. Alors, la formation est indispensable pour un chanteur parce qu'un chanteur qui n'a pas touché à la guitare, qui ne joue pas au piano, doit quand même savoir où se trouve la tonique. Doit savoir lire quelques notes de la musique de manière à ce qu'il sache que, surtout quand on est musicien moderne, parce qu'aujourd'hui, c'est tellement avancé que vous pouvez bémoliser involontairement, diéser involontairement, et il y a un logiciel, voilà un technicien de studio, il y a un logiciel qui peut prendre la note diésée involontairement ou bémoliser involontairement et mettre à sa place. Voilà, pour la lier sur la grille. Du coup, vous avez des musiciens, de très bons musiciens, mais que vous ne verrez jamais en live. Ils sont tout le temps dans les playbacks parce que la formation manque. Alors, c'est
indispensable. Quand on parle de formation, c'est indispensable. Même les instrumentistes en ont besoin parce qu'il y a une manière de jouer à des moments donnés. Et dans la formation, les arrangeurs, tout le monde n'est pas arrangeur. Tout le monde ne sait pas créer, tout le monde ne sait pas arranger. Il y a des gens qui sont là pour interpréter, pour reprendre ce qui est fait. Alors, et arrangeur, il y a arrangeur dans arrangeur. Vous pouvez être arrangeur, réussir bien la musique salsa, par exemple, et ne pas réussir les funk, ne pas réussir le reggae. Oui. Alors, donc, tout ça fait partie de des outils dont on a besoin pour être bon musicien. Voilà, je crois que c'est ce que je peux dire pour l'instant. OK. Alors, mesdames, messieurs, nous avons tendu notre micro aux citoyens béninois qui se sont exprimés sur la question. Je pense que l'artiste peut bien vivre de son art, à condition qu'il puisse organiser régulièrement des spectacles payants et que le public se déplace réellement et paye l'entrée pour rentrer, pour venir voir le spectacle. La musique apporte beaucoup. Non seulement ça vous donne un nom, mais on gagne beaucoup avec la musique. Malheureusement, c'est que la plupart, on regrette d'avoir mal géré les ressources que la musique nous a procurées. C'est ça le facteur fondamental qui fait qu'on voit la face mauvaise de la chose. L'artiste peut se servir de la visibilité qu'il aura gagnée grâce à sa musique pour faire d'autres choses. Toujours peut-être dans le secteur de l'art, de la musique et tout, ou même ailleurs, mais il se sert de sa visibilité pour faire autre chose. Nous avons eu la chance de commencer par le live, avant de venir tomber dans ce mouvement de playback. Malheureusement, la jeunesse, c'est le playback ou rien du tout. Et quand on les met devant le micro pour chanter leur propre chanson, il y a problème. Donc, il faut réellement aller à l'école de la musique, comme on le dit. Et on peut ne pas comprendre français, on peut ne pas savoir lire, mais apprendre à bien chanter, apprendre à être juste dans sa gamme et tout le reste qui suit. C'est vrai que l'école n'est pas forcément gage de réussite, mais quand on va à l'école, on a certaines aptitudes que les autres n'ont pas forcément. Ça, c'est un. Et à côté, ne venez pas à la musique parce que peut-être vous avez échoué ailleurs. Venez à la musique parce que vous avez un message à passer. Venez à la musique parce que c'est le chemin de votre épanouissement. Venez à la musique parce que vous savez que derrière cette musique-là, il y a un chemin qui vous conduira dans votre destinée. Nous allons attirer l'attention des jeunes artistes qui sont en vogue de savoir-faire. C'est-à-dire, dès qu'ils vont gagner l'argent, de l'investir dans quelque chose qui va leur procurer, c'est-à-dire les vieux jours, pour qu'ils ne regrettent pas comme la plupart de ceux de nos générations et de nos aînés en ont fait. Voilà, c'était un corpus d'artistes qui s'exprimaient donc sur la question. Monsieur Thompson, ça vous donne quoi comme impression? Non, je crois qu'ils sont du secteur et ils parlent de la réalité. Je voudrais en fait ajouter à ce que Pidicef a dit, vous pouvez être, comme nous avons coutume de le dire, je suis né musicien depuis le ventre de ma maman. Oui, je chantais depuis que je suis petit. Mais il faut aller à l'école de la science musicale. C'est par la formation que vous accédez à la science de la musique et qui affine en vous ce que vous avez reçu en héritage depuis le sein de vos parents, comme vous le dites. Et donc, l'école est essentielle pour débutants comme pour, disons, virtuoses musique. Vous voyez, aujourd'hui, je ne vais pas vous trahir en disant que la grande sœur Angélique continue d'apprendre. Elle continue d'aller à l'école de la voix pour affiner sa voix. Ouais. Et donc, vous comprenez, vous et moi, que ce n'est pas pour rien qu'elle ramasse les Grammy Awards. Donc, aujourd'hui, si je dois assurer une responsabilité, par exemple au niveau public, je mettrai systématiquement dans des programmes de 3 mois, de 6 mois, d'1 an, tout musicien qui veut aller
disons, au financement public. On va venir aux propositions tout à l'heure pour que les pouvoirs publics jouent correctement leur rôle. Monsieur Pédicin, vous avez suivi également vos confrères, vos jeunes frères et jeunes sœurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je crois que, comme l'a dit Thomson tout à l'heure, ils savent de quoi ils parlent. La formation est capitale et on n'est pas né musicien pour ne pas apprendre, pour ne pas savoir ce qui se fait. C'est une science, c'est la mathématique. Hein, ce n'est pas de la magie. Quand on voit quelqu'un chanter, il prend le micro, il chante, ce n'est pas de la magie, c'est de la mathématique. Et même si vous êtes né avec, vous apprenez. Vous devez suivre des formations parce que c'est pas de la blague. Bon, c'est vrai qu'il y en a qui deviennent chanteurs, mais vous allez voir qu'au fil des temps, ils ne font pas long feu. On les met, j'ai vu des gens lesquels on a investi pour de grands spectacles, ils sont venus au Bénin et les musiciens étaient là, ils ne pouvaient pas placer une seule note. On a été obligé de teindre tout et c'est le playback et on met le volume et c'est ça la force. Non, la musique se joue en live. Parlant justement de vivre de sa musique, M. Pédicin, est-ce que vous pensez que c'est encore possible aujourd'hui lorsqu'on voit la rareté, sinon la raréfaction des spectacles? Et là, c'est un autre souci. D'abord que ce n'est pas que les spectacles, nous n'arrivons plus à vendre les CD. On ne vend plus les produits. Alors, entre-temps, il y avait beaucoup de choses qui étaient initiées pour que les produits, c'est-à-dire les portables, les clés, tout ça qui sont importés, qu'on puisse quand même qu'on puisse trouver quelque chose. Et c'était négocié avec la douane, voilà un des anciens PCA. Alors, tout ça pouvait permettre à l'artiste de vivre de son art. Aujourd'hui, on ne vend pas. Et les droits d'auteur aussi. Bon, les hôtels ne marchent plus, les buvettes ne marchent plus comme avant. Alors, comment trouver de l'argent pour que l'artiste puisse vivre de son art? C'est un problème. Quelqu'un a parlé de spectacles tout à l'heure. Les spectacles, est-ce que les gens continuent d'avoir l'habitude d'assister au spectacle? Surtout quand c'est un spectacle payant. Alors, c'est tout ça qui fait aujourd'hui que c'est compliqué pour un artiste de vivre de son art. D'accord. Alors, Monsieur Richmir Tota nous a rejoint entre-temps. Monsieur Tota, rebonjour. Bonjour. Alors, dites-nous, à votre avis, dans un environnement tel que celui du Bénin aujourd'hui, le Bénin culturel, est-ce que vous pensez que le musicien peut continuer de vivre de son art uniquement? Bien sûr, je réponds tout de go, bien sûr. C'est une question d'organisation. C'est une question d'organisation parce que vous êtes un artiste aujourd'hui, vous jouez, vous êtes sollicité à une certaine fréquence, vous savez combien vous prenez quand vous faites une prestation, et quand vous connaissez la fréquence, vous savez comment gérer votre revenu quand vous êtes payé, surtout quand vous êtes bien payé. Parce qu'on a aussi cette mauvaise habitude au Bénin de sous-payer les artistes. Tu vois, c'est à l'artiste de savoir ce qu'il vaut et de savoir dire non aussi. Il ne faut pas dire oui à toutes les prestations quand ça ne vous permet pas de vivre parce que vous avez votre famille à entretenir, tout ça. Vous avez les mêmes charges comme tout le monde. Donc, si la personne vous propose une prestation et n'est pas prête à payer ce qu'il faut tout simplement lui dire non. Oui, mais pendant que vous dites non, il y a un confrère à côté qui, pour moins que ça, est prêt à faire le spectacle. Comment est-ce que vous pensez que les artistes pourraient gérer un tel système? Mais bien sûr, dans tout système, c'est comme ça. Il y en a qui sont moins chers, il y en a qui se vendent à leur juste valeur. À moi, par exemple, si je prends mon cas, par exemple, si un artiste doit m'inviter à jouer au piano, si c'est pour me payer 10 000 francs, je ne suis pas prêt à jouer pour lui. S'il y a un pianiste qui est prêt à prendre 2 000 francs à jouer, eh bien qu'il le prenne. Ça, c'est clair. Si moi je joue, c'est que je prends ce qu'il me faut. En rentrant à la maison, si j'ai faim, je mange. Je ne vais pas me mettre à raser les murs, à demander combien ça coûte. C'est 100 francs, c'est 200 francs. Non, je mange ce que j'ai envie de manger. J'ai des enfants à la maison qui vont aller à l'école le lendemain. J'ai une épouse que je dois nourrir. J'ai un loyer à payer. Et je fais tout ça là, donc j'accepte le cachet qu'il me faut. La concurrence est claire, elle est comme ça. N'allez pas vouloir avoir Daniel Boussakouan à votre fête
et vouloir payer 100 000, 200 000. C'est pas possible. C'est ça. Mais Si alors, vous avez envie de la qualité a son prix. à un coût. Monsieur Tota, Voilà. dites-nous, si vous devriez faire des propositions dans un premier temps aux gouvernants, au pouvoir public, à ceux qui sont en charge de la culture au Bénin, quels pourraient être ces conseils-là pour que l'artiste puisse vivre de son art, puisse avoir une vieillesse heureuse et accomplie? Moi, je crois que d'abord, nos gouvernants doivent d'abord revaloriser le cachet qu'ils payent aux artistes. Parce qu'il se fait que, encore, parmi ceux qui payent moins les cachets, il y a l'État dedans. Ça a changé maintenant. Ça change maintenant. Ouais, parce que pendant longtemps, c'est l'État encore qui payait moins. Et je crois que l'État doit pouvoir accompagner en organisant le secteur. C'est-à-dire qu'en organisant le secteur pour que toutes les prestations payées répondent à une norme donnée. Et qu'en payant, on oblige l'artiste, c'est-à-dire, je ne sais pas comment ça va se faire. Oui. Est-ce que si c'est une prestation financée par l'État, on fait une retenue pour faire une sorte de cotisation à l'artiste pour ces vieux jours? Ou bien on l'instaure, on l'institue pour que tous ceux qui invitent des artistes à prestation en privé ou autre savent qu'ils doivent payer minimum ceci et qu'ils doivent reverser une partie du cachet. C'est un pourcentage qui est déterminé à une institution de l'État au nom de cet artiste-là. OK. Est-ce que vous voyez? Oui. Ça peut s'organiser. Ça peut s'organiser. OK. Merci pour vos propositions. On va vous souhaiter une excellente journée. On continue ce débat. Je n'ai suivi qu'une seule partie là. Ah, ne vous en faites pas. Oui. Ne vous en faites pas. On aura d'autres occasions de vous inviter directement sur ce plateau. Merci, M. Tota. Merci. Alors, M. Thompson, je reviens à vous. Dites-nous, nous sommes à l'ère du numérique. Monsieur, votre confrère PDC me disait tout à l'heure, les CD, pour ne pas dire c'est une autre époque désormais. Avec le numérique, comment est-ce que l'artiste peut gagner sa vie? Vous savez, nous parlons toujours de notre contexte. Le numérique, pour le moment, ne profite pas à l'artiste béninois. Quand bien même il y a plusieurs plateformes sur lesquelles on envoie la musique, ça ne rapporte rien. Alors, la solution en face de ça, pour moi, la solution la plus simple, la plus pratique, qui doit nourrir, disons, ce que j'appelle la politique le retour de l'art, enfin, ce n'est pas le retour de l'art, je dirais plutôt le droit des populations, le droit d'accès des populations à l'art. Alors, cette politique qui doit pouvoir se mettre en place, c'est permettre, développer avec le partenariat secteur public, secteur privé, des espaces de prestations. Ah, d'accord. Multiplier la possibilité pour un artiste comme PDCF, s'il sort une nouvelle œuvre, qui puisse se donner tout au moins, dans le courant de l'année, sans date. Il est comme le paysan, s'il a la terre, il va au champ, il cultive, il gagne son argent. Donc, il faut que l'État, on ne l'a pas encore. Je salue ce que l'État, le gouvernement actuel fait, mais sur le plan culturel, il y a quelque chose qui nous manque. Je le dis, moi, je n'ai pas besoin qu'on me donne de l'argent. J'ai besoin de travailler dans l'art. Quand j'ai un produit, pouvoir circuler dans plusieurs espaces et gagner mon argent. C'est tout simplement ça. Alors, et que pendant qu'on fait ça, le mécanisme oblige les espaces qui doivent peut-être mis sur une plateforme nationale, non seulement à veiller sur le cachet qu'on paie aux artistes. Décent? Un cachet décent, en dessous duquel vous ne pouvez pas, si jamais vous payez en dessous de ça, vous avez la police et la justice derrière vous. Ce que j'appelle l'assainissement du revenu de l'artiste. Et que à travers peut-être une plateforme qu'on gère, une retenue est faite pour les vieux jours de l'artiste. Alors, voilà ce que je conseillerais pour dire, écoutez, les artistes, de mon point de vue, n'ont pas besoin de deux choses. C'est d'avoir l'opportunité d'aller sur la scène. Et ceux qui sont véritablement des artistes, qui doivent jouer, et produire, et faire les retours sur leur investissement avec leur équipe,
puissent le faire à travers la possibilité qui leur est donnée, ce que j'appelle la terre qui est à eux, qu'ils aillent labourer cette terre-là et gagnent l'argent. C'est tout. Le reste, c'est un peu du blablabla. D'accord. Nous sommes dans les propositions. PDCF, si vous devriez faire des propositions aussi bien pour les gouvernants, les pouvoirs publics, que pour les artistes, qu'est-ce que vous diriez? D'abord que, comme l'a dit Thompson, être artiste, musicien par exemple, ne pas aller sur la scène, je crois que ça ne vaut pas la peine. C'est comme un agriculteur qui ne va pas au champ. Du tout pas. D'abord, si vous êtes instrumentiste, l'instrument vous abandonne. Si vous êtes chanteur, la voix vous abandonne. Quand vous n'essayez pas la voix. Il a donné l'exemple de notre grande sœur Angélique tout à l'heure. Angélique travaille tout le temps. Tout le temps. Quand vous cessez de chanter, la voix vous abandonne. Alors, une proposition concrète, c'est de dire aux artistes qu'ils doivent trouver les moyens pour être régulièrement sur la scène. Des moyens pour répéter régulièrement. Parce que quand vous ne répétez pas, vous perdez la main. Et autre chose, la direction générale du Fonds des Arts avait proposé quelque chose entre-temps, mais que je ne sais pas à quel niveau c'est. Le DG avait parlé d'un artiste pour 12 dates. Et il avait un projet de travailler avec les espaces culturels qui existaient. Et il y a un moment, nous nous sommes rencontrés, j'ai dit, DG, l'autre projet là, nous sommes où? Ça commence quand? Les artistes ont besoin de ces genres de projets-là pour survivre, pour aller régulièrement sur la scène et pour faire vivre ces espaces-là. Ceux-là qui ont eu le courage d'investir, d'aller chercher de l'argent un peu partout. Il y en a qui ont des activités parallèles, mais qui ont mis tout dans le secteur culturel pour tout au moins les encourager et encourager les vrais artistes. Parce que quand on va dire un jour que les artistes doivent aller sur la scène et jouer rien que du live, vous verrez que vous allez reconnaître ceux qui sont artistes dans ceux qui ne sont pas artistes. N'est-ce pas? Je voudrais ajouter un point. Oui, allez-y, M. Thompson. Que je serai le premier à acclamer le gouvernement si, en 2-3 ans, il met en place la loi sur le sponsoring et le mécénat. Pour que tous ceux qui veulent mettre de l'argent dans l'art, un peu comme aujourd'hui on a dans le sport, puissent le faire avec toute la protection qui les accompagne. Vous allez voir qu'il y aura l'investissement dans le secteur, l'investissement structurant, et ça va exploser la création. Nous ne sommes pas les derniers de la terre. Et donc, l'État, sur ce plan-là, s'il veut régler le problème-là, deux choses. Faire prendre la loi sur le mécénat et le sponsoring pour motiver l'investissement dans le secteur, l'investissement privé dans le secteur, développer avec le partenariat privé-public, public-privé, les espaces pour que les artistes aillent au champ de leur création. L'État peut déjà commencer par, je dirais, soutenir réellement et de façon concrète les différents centres culturels qui existent déjà dans le pays. C'est vrai, vous avez parlé, vous avez évoqué la direction des arts et du Fonds des arts et de la culture. On a pris contact avec le directeur qui malheureusement n'était pas disponible. Il nous a proposé donc de nous revenir avec un autre qui pourrait répondre à nos questions. Malheureusement, il n'a plus décroché aucun de nos appels jusque-là. Bon, certainement occupé par les devoirs de la République. Alors, chers amis, nous amorçons déjà la descente. On ne saurait faire conclure cette émission sans vous donner l'occasion de dire un petit mot sur le rôle que pourraient jouer nos autres médias. En 30 secondes. Je crois que si les médias ont de la matière, ils prendront leur part du feu. Quand vous n'avez pas de la matière, vous ne ferez rien. Parce qu'après tout, ceux qui animent les médias, c'est des hommes comme nous qui ont le goût du bien, de la beauté. Quand vous n'avez pas la beauté, vous n'avez pas le produit qui vous accroche, ça gêne un peu même ce patriotisme. D'accord. Mais quoi qu'on dise, il revient aux médias de prendre, disons volontairement, de façon volontaire, la décision de dire c'est mon pays, je vais en faire un dragon dans ce secteur. Je pense que nous, on fait déjà ce qu'on peut. Monsieur PDCM, si vous devez dire un mot aux médias. Oui, aux médias, vous êtes les faiseurs de rois, ça il faut l'avouer. Nous ne pouvons pas, c'est vrai que les gouvernements ont toujours essayé de séparer la culture de la communication, mais moi je crois que nous sommes inséparables. Nous sommes à vie ensemble. Alors,
c'est dire que le rôle que vous aviez l'habitude de jouer, parce qu'aujourd'hui, je sens que ce n'est plus comme avant. Il y a même des télévisions où c'est le journal parlé du matin jusqu'au soir, de la nuit jusqu'au lendemain. Alors, les années antérieures, vous alliez même fouiller. Est-ce qu'il y a de nouveaux albums? Vous appeliez, il y a des gens qui appelaient même des artistes pour dire, mais dites-nous, vous êtes président d'association, président aussi, est-ce qu'il y a de nouveaux albums chez vous? Aujourd'hui, c'est comme si les gens ne produisent plus. Alors qu'il y en a qui produisent, mais on ne joue plus. Il faut faire l'accueil, bon, vous faites de tout. Vous ne courez plus derrière les informations sur le plan culturel, mais ça fait très mal. D'accord, voilà un pavé qui est jeté dans la mare des médias. De toutes les façons, au niveau de l'ORTB, nous faisons ce que nous avons à faire pour l'éclosion de la musique béninoise en particulier et de la culture béninoise en général. Merci, chers invités, d'avoir été là. Chers amis téléspectateurs, le débat prend fin ici. On marque une pause et moi, je vous retrouve juste après.